Elle n'a pas gardé que de bons souvenirs de son expérience du pouvoir politique. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, Mme Payette. Bonjour. Madame Payette, durant la campagne référendaire de 80, vous avez déclenché toute une tempête avec l'épisode des Yvettes. Comment ça a commencé, tout ça? Ça a commencé par le fait que je cherchais un message à présenter à l'Assemblée nationale pour le 8 mars. Et bon, ça n'arrive pas souvent qu'on a l'occasion de dire quelque chose qui peut avoir une certaine importance, donc je me suis dit, je cherche quelque chose qui va marquer un coup. Et puis un matin, j'ai une assistante dans mon groupe de travail qui arrive avec un livre et qui me dit « Avez-vous vu ça? » Qui me donne ce livre-là. Je lis l'histoire de Guy et Yvette. J'examine le livre, j'ai dit « Un livre d'école? » J'ai dit « Pas un livre d'aujourd'hui. » Elle me dit « Eh oui. » C'est dans les écoles aujourd'hui. Je dis, mais je l'ai, mon message. Je n'ai pas besoin d'autre chose que ça. C'est de ça dont je vais parler. Ça fait 1 an que je dispute avec le ministre de l'Éducation de l'époque. Je n'arrive même pas à lui faire reconnaître l'égalité entre les hommes et les femmes. Il parle, lui, de complémentarité. Je sais que je ne le ferai pas changer d'idée là-dessus. Je me dis, voilà l'occasion de frapper un coup avec cet homme-là, de lui faire comprendre que si on parle de ça dans les écoles, on va avoir du chemin à faire. Alors, je prépare mon intervention sur ce sujet-là et je fais la lecture du texte à l'Assemblée nationale. J'ai en main un livre de lecture de 2e année dans lequel on peut lire « Guy pratique les sports, la natation, la gymnastique, le tennis, la boxe, le plongeon. Son ambition est de devenir champion et de remporter beaucoup de trophées. Yvette, sa petite sœur, est joyeuse et gentille. Je vous prierai d'écouter, ça va vous faire du bien. Elle trouve toujours le moyen de faire plaisir à ses parents. Hier, à l'heure du repas, elle a tranché le pain, versé l'eau chaude sur le thé dans la théière. Elle a apporté le sucrier, le beurrier, le pot de lait. Elle a aussi aidé à servir le poulet rôti. Après le déjeuner, c'est avec plaisir qu'elle a essuyé la vaisselle et balayé le tapis. Yvette est une petite fille bien obligeante. Monsieur le Président, comme on apprend ça dans les écoles, à l'époque où on se parle maintenant. Laissez donc répondre. Alors, s'il vous plaît. Soyez donc poli un peu. Je me suis permis, quand on m'accuse de faire de la démagogie, Monsieur le Président, de souligner que les femmes du Québec ont bien du mérite, ayant été élevées comme Yvette, à devenir autre chose que des Yvettes. Et Monsieur le Président, si j'ai pu blesser par cette remarque qui que ce soit, y compris l'épouse du chef de l'opposition, je m'en excuse publiquement. Parce que telle n'était pas mon intention. Mon intention était de continuer ce que je fais depuis 20 ans, Monsieur le Président, et d'aider les femmes du Québec à sortir de ces stéréotypes dont nous sommes affublés. Et je vois le ministre de l'Éducation qui s'agite sur son siège. Et dès que j'ai terminé, qu'il vient me voir et qu'il me dit « C'est pas un livre d'aujourd'hui. » Je lui dis « Oui, c'est dans les écoles aujourd'hui. » Mais il dit « Ça n'a aucun sens, je ne vous le fais pas dire. » Et je pense avoir gagné mon point. Je suis très, très contente de mon intervention. Tout ça se passe très bien. La réaction des gens est bonne. Chez mes collègues, on est surpris. Là aussi, on se dit ça n'a pas de sens, pas maintenant, pas dans les écoles. Tout ça se passe très bien jusqu'au dimanche suivant. Le dimanche, j'ai accepté de prendre la parole dans une réunion partisane du Parti québécois qui se fait au Plateau à Montréal. C'est un beau dimanche, il fait soleil, j'ai pas envie d'être là, mais j'y vais. Et quand j'arrive, il y a une manifestation
de femmes en faveur des garderies. Et ça m'irrite, parce qu'elles savent que je travaille sur le dossier des garderies, mais elles savent que ça ne peut pas prendre juste quelques jours. Alors, je m'explique avec elles, et puis je rentre dans la salle. La salle est pleine. On me fait monter sur une scène qui est très élevée. J'ai vraiment l'impression que les gens sont petits en bas, donc malaise. Je ne suis pas bien sur cette scène-là. Et puis, mon tour arrive de parler, puis je n'ai pas préparé de texte parce que c'est une réunion partisane. Donc, j'improvise, je vais leur parler comme je le fais avec vous maintenant. Je cherche ma première phrase de comment on commence, comment je vais rentrer dans le sujet et tout ça. Je me dis, bon, bien, je viens de faire mon intervention à l'Assemblée nationale, ça a bien marché, je vais me servir de ça. Et je commence en disant, cette semaine, j'ai eu l'occasion, et je parle de Guy et Yvette. Guy, ce petit garçon extraordinaire, qui joue au tennis, qui joue à tout, qui a réussi à l'école, qui est formidable, qui va devenir un champion. Et Yvette, sa petite sœur, qui fait le ménage, qui passe le balai, qui sert le thé. C'est tout. Il n'y a rien d'autre pour elle. Je parle là-dessus. Et je dis, mon désespoir, c'est que le chef de l'opposition, lui, des Yvette, il en veut partout au Québec. Je trouve ça très bien, ces femmes-là. J'ai dit, la preuve, c'est qu'il est marié avec une Yvette. La vérité, c'est vrai. Mais ça ne se dit pas. Mais c'est un peu vrai. Je n'ai pas dit un mensonge. Mais j'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû dire. Il y avait une seule journaliste dans cette salle-là qui était la journaliste du Devoir. En principe, dans une réunion partisane, il arrive qu'on dise des choses qui sont plus partisanes que d'habitude. Elle a fait un article dans le Devoir le lundi matin et Mme Bissonnette a senti le besoin de défendre son amie, Mme Ryan. Et c'était parti. Et pas parti juste un peu. Ça a été le lunch au Château Frontenac, le Forum de Montréal. Et quand le Forum est arrivé, au lieu d'être fâchés, je me suis dit, ils ont réussi à faire sortir les femmes. Et sortir les femmes, c'était tout un travail. Donc, il y avait là quand même, malgré les Yvettes, une réussite. Un premier pas des femmes par elles-mêmes. Pas si mal. Vos collègues vous l'ont reproché? Jamais. Et c'est plus inquiétant que l'inverse. Cette histoire-là n'a jamais été réglée avec les collègues. Jamais. M. Lévesque m'a téléphoné quand il s'est rendu compte de l'ampleur que ça prenait. Il m'a téléphoné un jour, je lui ai dit, je ne sais plus quoi faire. Il m'a dit, vous allez reprendre exactement là où vous allez laisser. Vous allez faire le voyage qu'on vous a préparé pour le référendum. Je partais de Percé, je remontais le long du fleuve et tout ça. Vous allez faire exactement la même chose. C'est pas le temps de s'arrêter, qu'il m'a dit. Lui, je sentais sa compréhension. Et je ne peux pas dire qu'il était heureux, là, mais il y avait de la compréhension. Chez les collègues, il n'y a jamais eu un mot de ça. Jamais. Ça n'a jamais été vidé. J'ai attribué ça à un certain nombre de choses. Je les ai tellement dérangés. J'étais tellement achalante avec eux que j'étais devenue probablement un peu insupportable dans leur façon de voir les choses. J'avais en plus eu le malheur de réussir la réforme de l'assurance automobile, la protection du consommateur et ainsi de suite. J'étais devenue dangereuse pour ceux qui avaient des prétentions à grimper plus haut. J'étais devenue une sorte de menace. Ils ont dit des Yvettes. Quelle belle affaire. Ils n'ont même pas eu à s'en mêler, j'ai réglé mon cas moi-même. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. S'ils voulaient avoir l'honnêteté de repenser à tout ça, je pense qu'ils arriveraient à la même conclusion que moi, que finalement, ça a assez fait leur affaire. Est-ce que ça a eu une réelle influence sur le résultat?
On m'a assuré que non, parce que tous les sondages qui avaient été faits nous donnaient perdants. Ça n'a pas aidé, j'aurais pas cette prétention-là. Nuit, je ne suis pas sûre. Et puis, si les gens avaient vraiment voulu, c'est pas une histoire comme ça qui les aurait arrêtés. Le soir du référendum, bon, on connaît le résultat, grosso modo 60-40, quelques décimales. Vous montez sur scène avec M. Lévesque et Mme... Nous avons tous des instructions très précises qui est de nous rendre au Centre Paul Sauvé dès que les résultats sont connus. Ce qui est prévu, si ma mémoire est bonne, c'est qu'en cas de victoire, un certain nombre de ministres vont prendre la parole. En cas de défaite, seulement M. Lévesque va parler. Moi, je me présente dès que les résultats sont connus dans le comté de Dorion, je console tout le monde. Et dès que j'ai consolé tout le monde, je me rends au Centre Paul Sauvé. On me fait entrer dans une salle des joies. Moi, j'ai l'habitude, je connais assez bien le hockey à ce moment-là. Alors, on nous installe dans une salle des joies et je vois arriver M. Lévesque et Mme Lévesque. Il n'y a personne d'autre. M. Lévesque s'énerve, demande où est tout le monde. Personne ne sait. À un moment donné, quelqu'un vient nous dire que la salle est chaude et qu'il faudrait que M. Lévesque vienne parler. Ceux qui animent cette soirée-là ne peuvent plus contenir la salle. On sent qu'il y a du danger. Alors, M. Lévesque dit, bon, ben, on va y aller. Et je lui dis, M. Lévesque, si je suis la seule, est-ce que vous préférez que je m'abstienne? Il m'a dit, vous êtes là, vous venez. Et on s'est retrouvés à 3 sur cette scène. Je trouvais ça normal d'hier. Si je porte une responsabilité de la défaite du référendum, je suis prête à l'assumer officiellement, ce que j'ai fait. Mais je n'étais pas là pour ça. J'étais là pour participer avec tous les autres à ce qui allait se passer. Est-ce que vous avez conclu comme lui que c'était partie remise? Ce soir-là, je me suis dit que je ne verrais pas le pays du Québec de bon vivant. Mon analyse à moi était que le dommage était si grand que ce serait long à reconstruire. Je continue d'espérer de vivre assez vieille pour le voir, mais je ne suis pas totalement convaincu encore. Est-ce que vous, dans les semaines qui ont suivi, vous étiez démotivé, plus prêt à quitter? Je n'étais pas démotivé. J'aurais souhaité, je faisais partie des... On n'était pas très nombreux, mais je faisais partie de ceux qui souhaitaient démissionner tout de suite. Le lendemain du référendum, je pensais que ce gouvernement aurait dû démissionner, ayant été battu sur le numéro 1 de son programme. Donc, déclencher des élections tout de suite. Tout simplement, déclencher des élections. On aurait été réélu ou on aurait été battu, mais la situation aurait été claire. Je ne voyais pas comment on pouvait continuer d'être le gouvernement après ce qui venait d'arriver. Mais on n'était pas assez nombreux, on n'a pas réussi à convaincre le lot des gens qui étaient là. Et je me suis donc dit, comme moi, je commençais déjà à avoir une bonne idée que je ne serais pas là très longtemps, je me suis dit, il faut que j'utilise le temps qui me reste au maximum, ce que j'ai essayé de faire. Et votre décision a été prise de ne pas demander un renouvellement de mandat? La décision a été prise, je pense à un moment très particulier. Peu de temps après le référendum, un jour au Conseil des ministres, j'ai vu arriver M. Rodrigue Biron, qui venait s'asseoir au Conseil des ministres comme ministre. Personne ne m'en a jamais parlé, mais mon analyse, c'est que comme il avait participé au référendum en défendant le oui, c'était comme une sorte de récompense pour le travail accompli. Ce matin-là, au Conseil des ministres, je connaissais M. Biron parce que je l'avais interviewé à quelques reprises. Je connaissais
ses positions sur la politique et tout ça. Et là, tout à coup, ça m'a frappé complètement. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici? Comment puis-je être assise à la même table que M. Biron? Les autres collègues, on est arrivés en même temps. On avait tous été élus en même temps. Il y en avait quelques-uns avec qui j'ai jamais été d'accord, sur rien. Mais il y a là une sorte de famille qui se forme, et tout à coup arrive un étranger avec qui je n'ai aucun atome crochu. On ne peut rien partager de nos idées. Et là, pour la première fois, je me suis demandé si j'allais faire un compromis ou une compromission. Et quand ça s'est appelé compromission, je me suis dit, c'est pas pour moi. Et ça a été facile de prendre cette décision parce que, je vous l'explique. Moi, j'ai connu la gloire, ce qu'on appelle la gloire au Québec, avant d'être en politique. Je sais que c'est dangereux. Je sais qu'il faut faire très attention et rester les deux pieds sur terre. Le plus bel exemple de ça, c'est Céline Dion. Si vous ne faites pas ça, vous êtes cuit. Parce que c'est facile de s'habituer à cette vie-là, à ce pouvoir, à ce que ça représente. Je m'étais toujours dit, au moment où j'ai décidé d'entrer en politique, c'est la même chose qu'à la télévision. Il faut savoir quand partir. C'est plus important de savoir quand partir que quand entrer. Et à partir du moment où ça a commencé à s'appeler une compromission dans ma tête, la décision était déjà prise. Et je l'ai fait de façon très ouverte. Je l'ai dit tout de suite à René Lévesque. Il n'était pas question d'élection du tout à ce moment-là. Je lui ai dit, à la prochaine élection, je ne serai pas là. Et il m'a dit, vous avez tort, parce que vous pourriez éventuellement songer à me remplacer. Ce qui m'a fait rire. Je lui ai dit, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas venu en politique pour ça. Je suis venu en politique pour faire des choses que j'ai faites. Même, je ne suis pas venu en politique pour faire de l'assurance automobile. C'est un accident de parcours. J'aurais pu faire n'importe quoi d'autre. Ce que je voulais, c'était faire avancer la souveraineté du Québec et la cause des femmes. Et à partir du moment où ces deux sujets-là étaient bloqués, un par la perte du référendum et le deuxième par les Yvettes, je rentrais chez moi, tout simplement. Mais, M. Lévesque, vous êtes resté quand même au Conseil des ministres. M. Lévesque vous a confié l'élection. Oui, vous a confié le développement social. Et là, vous avez le mandat. Il aurait dû me confier avant. Ah oui, pourquoi? Parce que ça aurait été très intéressant pour moi. Vous n'avez pas eu le temps de le porter à terme? J'ai fait tout le travail que j'ai pu, mais je n'ai pas fait ce que j'aurais voulu en faire. Mais c'est sûr que j'aurais eu plus de plaisir là qu'en assurance automobile. L'assurance automobile, pour moi, c'est-à-dire, c'est un dossier, j'aurais pu faire n'importe quoi. Dans le gouvernement, moi, je prétends que tout s'apprend. Vous arrivez quelque part, vous ne savez pas ce que vous allez faire, bien, vous plongez dedans. Et le contenu s'apprend, aucun problème. J'aurais pu faire, à mon avis d'ailleurs, le ministère des Transports ou n'importe quoi d'autre. Les seuls ministères auxquels j'ai fait allusion avec René Lévesque, c'est l'éducation et la santé. Et la seule réponse qu'il m'a donnée, c'est je m'inquiétais parce que j'avais des membres de mon cabinet qui ne m'auraient pas suivi dans un de ces deux postes-là. Et je lui avais dit, c'est-à-dire, je vais perdre mon cabinet si jamais vous faites ça. Il m'a dit, ne vous inquiétez pas, vous n'irez jamais à l'éducation et à la santé. Je n'ai jamais su pourquoi. Je n'ai jamais su pourquoi il m'a dit ça. J'aurais fait une excellente ministre de l'Éducation, justement parce que je n'ai pas de diplôme universitaire et que j'ai été privé des études. J'aurais fait une bonne ministre de la Santé aussi, pour une multitude de raisons. Mais vous n'êtes pas médecin? Non plus. Mais j'étais pas courtier en assurance automobile non plus. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que M. Lévesque est revenu à la charge pour vous convaincre de rester? Non. Il savait que... il y a peut-être des gens, je ne sais pas, là, qui utilisent ce genre de choses pour obtenir
des faveurs, mais c'est pas mon genre du tout. À partir du moment où je lui avais dit je m'en vais, il savait que c'était définitif. Qu'est-ce que vous avez ressenti en quittant la politique? Une libération, un soulagement ou, je sais pas, moi, peut-être... L'isolement, L'isolement? oui. La solitude. Et ça aussi, c'est un peu difficile à accepter. C'est-à-dire, vous savez, comme ministre, on se lève le matin, on n'aime pas à se poser la question qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, tout est prévu d'avance. On le sait, là, parce qu'on en entend beaucoup parler ces temps-là. Mais c'est ça, c'est-à-dire, vous savez qu'à 9h10, vous allez voir telle personne, puis à 2h moins 20, vous allez parler à telle personne au téléphone et tout ça. Toute la journée est faite comme ça. Toute votre vie est faite comme ça. Et vous avez toujours quelqu'un autour de vous. Tout votre cabinet sert à ça, à vous accompagner partout, à voir à ce que vous ne manquez de rien. Bon. Et puis, quand l'élection a eu lieu, et que, moi, j'ai quitté le jour où ils ont assermenté les nouveaux ministres. Alors, j'ai perdu mon chauffeur ce jour-là, que j'aimais beaucoup parce qu'on avait mis du temps à se connaître, mais on s'aimait beaucoup. Alors, on s'est dit au revoir et tout ça. Et puis, je suis allée à mon bureau ramasser ma serviette, mes affaires, et je me suis retrouvée sur le trottoir devant le bunker, toute seule, à attendre un taxi. Et là, c'est ma secrétaire qui est sortie, qui s'en allait luncher. Et en passant, elle m'a vue, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que vous faites là? » Mais j'ai dit « J'attends un taxi, je m'en vais à l'aéroport. » Elle me dit « Mais je ne vais pas vous laisser partir toute seule comme ça. Montez, je vais aller vous conduire. » C'est ma secrétaire qui est venue me conduire à l'aéroport. Et quand je suis arrivée à l'aéroport, heureusement, Laurent m'attendait. Gardez-vous quand même des bons souvenirs de votre passage en politique? Moi, j'ai trouvé beaucoup de satisfaction dans le sentiment qu'on peut avoir d'aider des gens, de faciliter la vie de tous les jours. C'est précieux. J'avais demandé, quand j'ai été candidate, je savais déjà par intuition, plus qu'autre chose, qu'il ne fallait pas rester trop longtemps en politique. J'avais demandé aux gens de Dorion de surtout pas m'élire plus que 2 mandats, même si je le demandais. Et quand j'ai constaté que j'avais en fait 2 mandats en un, parce que j'ai travaillé trop, et que j'avais, comme j'ai expliqué, bloqué à peu près toutes les possibilités d'intervenir, parce que à partir du moment où on coupe les ailes par rapport aux femmes, par rapport à la souveraineté, moi, j'ai rien à faire en politique. C'est-à-dire, j'ai mieux à faire ailleurs, disons, ce que j'ai fait par la suite. Merci beaucoup, Mme Payette. Merci.